possible, pourquoi pas. Et ce serait d'ailleurs fort intéressant à étudier si c'était le cas. Donc voilà, si vous voulez, j'ai répondu sans y répondre, de même que j'ai fait une biographie qui n'en est pas tout à fait une. Pas tout à fait une. Oui, oui, tout à fait. Et donc, en effet, derrière le mythe Raspoutine, moi, je l'ai appris en lisant l'ouvrage, il a sa fille qui l'aide il est marié, il est père de 5 enfants, dont 3 vivants. Lui-même, il vient de quelque part quand même. Hein. Il est le fils unique, si j'ai bien compris, de petits paysans relativement aisés. Et dans son village, il passe pour un peu dérangé, un peu idiot, un peu le benet, hein, c'est ça? Ou bien, mais je veux dire, il a existé, quoi. Et on parlait tout à l'heure, quand on avait un petit peu de temps ensemble, on parlait un peu de tout le travail de Renan, vous savez, sur son livre La vie de Jésus, dans lequel Jésus est un homme admirable. Et quelque part, il a une existence, une temporalité avant donc de devenir Raspoutine en allant à, comment dirais-je, à Saint-Pétersbourg. Il a une présence qui rend d'autant plus, pose d'autant plus question de son apparition, de son apparition météorique, si je puis dire, chez les Romanov, quoi. Parce que de là où il vient, je veux dire, il a la boue de la Rasputitsa, si je puis dire, dans ses bottes quand même. Oui, en effet. Alors, c'est ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que il est très étonnant que quelqu'un comme Raspoutine ait pu accéder à la cour impériale, qu'on ne doit pas s'imaginer comme une cour à la Sicile ou compagnie, avec Bâle et compagnie, ou comme le pauvre Michel Strogoff doit partir pendant le bal pour aller reconquérir Tomsk ou Omsk. Non, c'était une cour très repliée sur elle-même pour plein de raisons, parce que Nicolas II n'avait pas du tout le goût du règne, il était vraiment tsar par devoir et relativement peu compétent dans cette charge. C'était un bon père de famille et un homme très amoureux de sa femme et réciproquement, parce qu'ils ont un très lourd secret à porter qui est la maladie de leur fils, qui est l'unique héritier de la couronne et qu'il ne faut pas révéler, qui sera révélé justement en 1912, en même temps que toute la place qu'a prise Raspoutine auprès de la famille impériale. Et donc le petit palais de Tsarskoye Selo est refermé sur lui-même. On éclaire 3 pièces à la fois, vous savez, avec 3 bouts de chandelle, on ne reçoit personne, il n'y a pas d'activité diplomatique. Et puis, ce sont 2 monarques qui, pour des raisons différentes, sont très pieux. Nicolas II, parce qu'il imagine dans la série, son scénario du pouvoir, comme on dit, il a imaginé que lui, ça ne pouvait pas être la puissance comme son père, le surnom de son père, Alexandre III, c'était le taureau. Alors, Nicolas II, non, c'est pas du tout le taureau. Lui, son imaginaire, c'est de renouer avec quelque chose qui est très profond dans les mentalités collectives russes, qui est qu'il doit y avoir un lien direct entre le peuple et le monarque, et que finalement, il n'y a que des mauvais conseillers, que c'est toujours de la faute des boyards. Enfin, on revient un peu à une monarchie à la Ivan le Terrible. Et donc, le peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment la glèbe, et ça veut dire aussi la foi, une foi simple, une foi réelle, une foi tangible, une foi qui est un peu païenne en quelque sorte, qui a besoin de saints, qui a besoin d'ermitage, qui a besoin d'amulettes, non, on ne dit pas ça comme ça dans la chrétienté, de reliques, voilà, enfin bon, vous voyez, c'est un peu le même genre d'histoire de reliques, et puis de petits colifichets, etc. Et puis il y a Alexandra Fyodorovna, qui contrairement à ce que son nom indique, n'est pas du tout russe, c'est le nom qu'elle a pris, c'est son nom de scène d'impératrice. En fait, elle s'appelle Alix de Hesse, c'est une Allemande, mais attention, ce n'est pas une Prussienne, et ça a encore une importance à l'époque, surtout pendant la guerre. Et donc cette brave Alix, qui est en fait la petite fille préférée de la reine Victoria, qui a passé toute son enfance et sa jeunesse à Buckingham Palace et dans tous les palais, donc il y a eu une éducation anglaise, hein, donc c'est toute cette royauté européenne qui vit un petit peu hors sol et hors temps. Elle rencontre entre cousins, eh bien, il y a le cousin Guillaume II et puis il y a le cousin Niki, n'est-ce pas? Et c'est Nicolas II. Et donc un mariage d'amour magnifique. Et donc elle doit se convertir évidemment, car on ne peut pas rester une protestante dans le pays de l'orthodoxie où le tsar est en quelque sorte le commandeur des croyants, puisque c'est le chef à la fois temporel et spirituel de l'Église. Et donc elle se convertit, et comme souvent les néo-convertis, que ce soit en religion ou en politique, elle est particulièrement virulente dans sa nouvelle foi, et particulièrement exigeante. Et il y a une intellectuelle de l'époque qui s'appelle Zinaïda Hippius, qui était la vigie de l'intelligentsia pétersbourgeoise, qui a eu cette phrase ces mots assez lucides, assez éclairants, sur le fait que c'était une nouvelle croyante qui avait besoin de toucher sa foi de près. Elle avait besoin de toutes ces icônes, elle avait besoin de tous ces objets sanctifiés, elle avait besoin d'eau bénite un petit peu partout, et elle avait besoin de ces personnes qui faisaient régulièrement irruption au palais, ces folles en Christ,
ces innocents qui proféraient, il y en avait un assez génial, j'aurais beaucoup aimé qu'on le filme, ça aurait été possible à l'époque, qui était, paraît-il, moitié épileptique, avec des moignons qui s'exprimaient par bafouillement, et personne ne le comprenait, mais il y avait un type qui avait compris que le bon moyen, c'était d'interpréter cette sorte de nouvelle Sibylle, et de dire que voilà, l'avenir était splendide pour la Russie, ou au contraire que des temps de troubles se présentaient, qu'il fallait faire ci ou faire ça, etc. Donc une piété qui confine, comme souvent en Russie, j'oserais dire, à la superstition. Et cette superstition, mêlée à ce désir de renouer avec quelque chose de simple, de populaire, crée les conditions de l'accueil de Raspoutine, tout autant que la sécularisation, la déchristianisation, la montée du mouvement ouvrier, qui fait que l'Église, elle, de son côté, se dit, bon, ben, on est en train de perdre des parts de marché, il faudrait peut-être qu'on trouve quelqu'un qui va nous relancer un petit peu tout ça. Et donc, qui arrive sur ces entrefaites, recommandé par un lointain évêque qu'on a exilé justement à Tioumen parce qu'on ne veut pas trop de lui dans la vraie Russie, eh bien, ce brave Raspoutine qui arrive et qui tranche par rapport aux autres. Parce qu'au lieu de faire le bon élève, il est très mauvais élève. Il sait à peine écrire, on est à peu près sûr qu'il sait lire, il ne connaît absolument pas les évangiles, mais par contre, il sait très bien les interpréter à sa sauce. Et finalement, on se dit, tiens, ça peut peut-être faire souffler un vent de renouveau, c'est un paysan, il coche toutes les cases. Il est sibérien, il est paysan, il a une tête absolument improbable, il a une mise comme on n'en a pas vu à Saint-Pétersbourg de 1874, il a des bottes cirées comme on n'en fait plus, et en plus, il plaît pas mal aux femmes de la bonne société conservatrice. Et on va pouvoir éventuellement l'utiliser dans la campagne antisémite, dans la campagne de conservateurs anti-minorité de l'Empire et pro-grand russe, si vous voulez. Donc voilà la scène, le décor dans lequel fait son entrée, pas fracassante du tout au départ, Raspoutine, et talent personnel, conjoncture, tout ceci se mêle pour faire le trou qu'il a réussi à se faire, à la fois donc dans une certaine société, et puis au palais, et puis de moins en moins dans cette société, et de plus en plus au palais, sans que ni les ecclésiastiques, ni la bonne société ne soient tout à fait au courant, et ça va beaucoup les surprendre, et beaucoup les révolter, à partir de 1912, d'apprendre en fait qu'ils ont été, d'une part qu'on leur a volé leur fétiche, voilà, c'était le mot fétiche que je voulais prendre tout à l'heure, et puis d'autre part que lui, il a l'oreille des tsars, du couple impérial, alors qu'eux n'arrivent jamais à parler au tsar et que ça tombe toujours dans un puits sans fond. Mais alors là, vous renversez quand même une sacrée perspective, parce qu'on voyait en effet un Raspoutine qui était le marionnettiste de la famille impériale, et quelque part son entrée dans la famille impériale, il est utilisé comme une marionnette pour appuyer, symboliser et incarner le rapport au peuple. Donc il y a là, alors, décidément je suis terrible, il y a là un renversement quand même de perspective. Et c'est ça la force de Raspoutine, c'est que beaucoup de personnes cherchent à le manipuler, peut-être que lui-même cherche à s'instrumentaliser, mais il y a beaucoup de hasard aussi et de contingence dans sa destinée. Donc il est utilisé, mais il prend rapidement un autre ascendant sur la tsarine, et ça a été son mérite, qui n'est pas forcément un ascendant sexuel. Il n'y a pas besoin de ça, en fait, pour convaincre la tsarine, et il la convainc d'une manière assez miraculeuse, on peut le dire, en guérissant, qui plus est à distance, le tsarevitch, qui, comme vous le savez sans doute, était hémophile, donc une maladie qui touchait particulièrement l'impératrice, puisque c'est une maladie congénitale qui se transmet par la mère dans la famille de Alix de Hesse, mais qui n'affecte que les hommes. Et manque de bol, ça tombe sur l'héritier. Donc le pire qui puisse arriver, c'est ce qui lui arrive. Donc elle se sent particulièrement coupable. Donc en plus, culpabilité judéo-chrétienne, etc. Donc vous voyez, tout était prêt. Et Raspoutine arrive en lui disant, tu n'as à faire qu'une chose, maman, parce qu'il l'appelait maman, crois. Crois et montre ta piété et crois. Et plus tu crois, plus il faut croire. Et finalement, ce discours de simplicité, ce discours de vérité de la foi, eh bien, c'est le discours qu'elle veut entendre. Et c'est le précepteur suisse francophone du tsarevitch, Pierre Gilliard, qui a eu cette phrase, il a publié ses mémoires comme un bon nombre de personnages de l'époque, il a dit qu'il n'avait jamais compris finalement qui manipulait l'autre. Est-ce que c'était Raspoutine qui instrumentalisait la tsarine? Pourquoi? On en discutera sans doute tout à l'heure, parce que les résultats finalement ont été assez mitigés et puis très contradictoires.
Ou est-ce que c'est la tsarine? Ou est-ce qu'il disait à la tsarine ce qu'elle voulait entendre? Ou est-ce que la tsarine aussi, autre hypothèse que je fais dans mon ouvrage, se sert de temps à autre, et de plus en plus d'ailleurs pendant la guerre, à partir du moment où Nicolas II est parti au front commander l'armée, à partir de août 1915, est-ce qu'elle se sert de Raspoutine et de sa parole pour influencer Nicolas II, qui est de plus en plus déconnecté des affaires politiques du pays, des affaires internes? Donc vous voyez, c'est un jeu à plusieurs bandes, un jeu d'influence réciproque, et un jeu auquel se prête, et c'est ça qui est étonnant, le tsar. Il s'y prête sans doute parce qu'il a trouvé là un lieu de communication privilégié avec sa femme. Parler de notre ami, comme il l'appelle, parler de Raspoutine, commenter ses paroles, commenter ses petits gestes, boire la petite fiole qu'il a envoyée, se peigner dans un sens puis dans l'autre avec le peigne qu'il a béni. Oui, oui, ça s'est passé pendant la guerre, en 1916, pendant qu'ils enchaînaient les défaites. Eh bien, tout ceci faisait partie de leur intimité, en quelque sorte.